Depuis que ça a commencé, il y a plusieurs questions. Je vais prendre celle de Blaise Titembo. Que pense-t-il, je suppose, de l'asile unique de Marseille, de l'opération Moïbara? Bon, j'ai lu dans le bouquin, on a parlé d'opération Moïbara, qui est une opération qui parle de la concertation pour exterminer les larrés. Le document, malheureusement, pour Nkunku, nous l'avions publié dans le journal Le Choc avant qu'il passe cette histoire. C'est un document, c'est de nulle part. Quand on a un document exploité, moi je peux m'enfermer dans mon laboratoire, j'écris un document, j'appelle l'opération Moïbara. Il est tenu par qui? Quel auteur? Si vous dessinez, vous écrivez une fiction, vous mettez sur la table. Comme Dominique Nkunku écrit une fiction qui s'appelle Génocide des Larrés. Demain, on va demander, que pensez-vous du livre de Dominique Nkunku? Mais c'est une fiction. L'opération Moïbara est un document qui a circulé dans la vie, qui n'a pas d'auteur. Je n'ai jamais vu le général Songo animer un document comme ça. Parce que je l'ai publié dans le journal pour dire d'où sort ce document. Il n'y a pas une institution comme ça au Congo qui s'appelle l'opération Moïbara, mise en place dirigée par Léonard Songo. Je suis étonné. C'est quelqu'un qui s'enferme dans son laboratoire, qui conçoit un document et qui justifie l'extermination. Parce que quand on disait ce document, il parle de pôle nord, pôle sud, Bonza nord, Bonza sud, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un document qui a trop de controverses, mal conçu par les auteurs, qui a trop de contre-vérité. Et qui a été utilisé par qui veut l'utiliser à ses dépens. C'était un faux document. Alors, j'aurais une question personnelle, un peu plus globale, à tous les deux. J'aimerais juste que vous me disiez la différence entre les prises de parole, la première prise de parole de Thierry Mongala et Bininga, ensuite M. Ndakoso, encore M. Bininga et Mongala à Genève, et vous aujourd'hui. Sur le plan argumentaire, qu'est-ce que vous apportez en plus, que ce soit sur le plan du droit ou encore, je dirais, sur le plan de l'analyse journalistique, qu'est-ce que vous apportez en plus que nous ne sachions pas déjà de ce que vous avez dit ici, ce que nous avons entendu par ces personnalités officielles parlant au nom du gouvernement et du Congo? Bien. Je ne suis pas parti de ceux qui laissent la parole toujours au gouvernement de la prendre. La réponse claire est là. Quand il y a un débat, ne laissez pas vous autres hommes politiques. Quand je m'appelle ministre, je suis là, envoyé du gouvernement. Est-ce qu'on va arrêter d'offrir parce que le gouvernement a parlé? Quel est ce pays, quand il y a un débat, on laisse le gouvernement seulement parler? Il est normal que le gouvernement ait parlé. Et nous aussi, nous parlons. Chacun, aujourd'hui, ce débat peut continuer, même si le chef d'État a parlé. On n'empêche pas au public, on n'empêche pas aux intellectuels de réfléchir. La différence, c'est qu'ils ont apporté leur éclairage. Ils n'ont peut-être pas eu des gens en face d'eux avec ce même débat que nous avons. Aujourd'hui, le débat est très contradictoire. Je n'ai pas eu un compagnon comme celui là-bas qui se lève de son point de vue. Il n'y a pas échange aussi courtois ou discourtois avec ces hommes-là. Ils ont fait leur discours, ils sont partis. Ça n'empêche pas, même si le pouvoir a parlé, ça n'empêche pas la société civile de s'exprimer, ça n'empêche pas aujourd'hui de parler. La voix officielle ne suit pas pour avoir raison. Et pour moi, j'étais pour qu'on ne puisse pas interdire ce bouquin de venir au Congo. Pourquoi? Si le bouquin de venir au Congo, les gens l'avaient lu. Si les gens l'avaient lu, les gens auraient pu comprendre ce bouquin va maudire ça pour moi parce qu'il y a trop de contre-vérité. Mais le fait de dire qu'il ne vient pas, on a donné du poids à ce bouquin. C'est vrai que c'est un bouquin encore interdit, mais si on l'avait lu, chaque intellectuel aurait pu tirer là pour dire mon frère Congo ne prend ta plus, elle était mal aiguisée. C'est tout. Sur le plan juridique. Oui, sur le plan juridique. Moi, j'ai suivi les communications des deux ministres, d'abord à Brazzaville, ensuite à Genève, j'ai suivi aussi. Il n'y a pas beaucoup de différence. Nous, notre démarche, moi, je vais vous dire, moi, ma démarche, elle n'est pas politique, elle est intellectuelle, je ne suis pas un homme politique. Monsieur le ministre de la Communication avait dit que monsieur Nkunku, au départ, quand j'ai suivi sa communication à Brazzaville, avait situé ce génocide à partir de Yulu, non, de Opango. Voilà, il situe ce génocide au Pango. Non, il me semble qu'il avait parlé de Massamba Deba, 63. Après, quand j'ai lu le livre, je me suis rendu compte que c'était depuis 63. Et à Genève, il a dit, il est revenu, il s'est corrigé, il a parlé maintenant depuis au Pango. Et à Genève, il avait dit que M. Nkunku dit que tous les présidents qui se sont succédés ont perpétré ce génocide, à l'exception de Yulu et de Yomi. Il dit que l'auteur ne cite pas Yomi ici, il cite Yomi quelque part, vous lisez dans le livre, il cite aussi Yomi qui est comptable de ce génocide. Donc chacun est coupable de ce génocide à des degrés différents selon le temps qu'il a mis au pouvoir ou pas. Mais moi, le problème, c'est pas ce qui est différent entre ce que tel ministre a dit ou tel autre. Non. Moi, je pense que même si ils ont fait une communication, ça ne va pas arrêter la communication. Vous voyez, on dit toujours que la répétition est la mère de toutes les sciences.
Moi, ce débat-là, moi, je veux qu'il soit contradictoire, que tout le monde parle librement, qu'on confronte des idées, qu'on essaie de crever l'abcès pour l'intérêt du Congo. Pas pour diviser les uns aux autres. Qu'on crève l'abcès, comme a dit tout à l'heure mon frère, on comprend l'émotion. Quelqu'un qui a perdu un parent, une maman, il ne sait même pas où est-ce qu'on avait enterré sa maman. On comprend l'émotion. Mais nous devons transcender cette émotion-là pour avoir la maîtrise de nos états d'âme, pour éviter de déraper, de jeter de l'huile sur le feu. Voilà l'intérêt de ce sujet, de ce débat, c'est celui-là. Je comprends bien, si vous me permettez juste un droit de suite, c'est que dans un débat, il faut qu'on avance. C'est pas seulement de faire du surplace, que chacun vienne faire le beau, entre guillemets, dire, sinon tout le monde le dirait. Il faut qu'on avance. Et je voulais bien comprendre que entre ce que nous avons déjà entendu sur le plan juridique et ce que vous dites aujourd'hui, est-ce que nous avons évolué? Est-ce qu'il y a eu des choses, par exemple sur le plan du droit, vous venez de dire tout à l'heure, que M. Bininga n'a pas pu, je dirais, faire, que vous aujourd'hui, vous apportez en plus pour une invention? Parce que si chacun doit juste se contenter que nous parlions tous, mais à la limite, y a-t-il débat ou bien il y a juste, je dirais, parole pour entretenir un phénomène peut-être qui serait passager? C'est un peu ça, là, en fait, l'intérêt de ma question. Sur le plan juridique, deux mots, je ne vais pas être long, je vais compléter les propos de M. Bininga. En tant que juriste, quand j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte qu'au Congo, il y a un texte juridique que beaucoup de juristes ne connaissent pas. Et que j'ai découvert justement, parce qu'avant de communiquer, d'aller, je vous ai dit que j'étais d'abord invité à une émission au Congo. Je suis allé rapidement, sans lire le livre. J'ai fait des recherches, on m'a posé beaucoup de questions. J'ai découvert que le 4 mai 1964, le président Alphonse Massamba Deba, paix à son âme, avait pris une ordonnance portant répression de diffusion et la propagation de fausses nouvelles, qui s'applique complètement à la situation actuelle en ce qui concerne les poursuites qui ont été engagées par l'État congolais contre les éditions L'Harmattan, contre Dominique Nkunku. Donc, vous voyez, en 1964 déjà, Alphonse Massamba Deba, c'est une ordonnance. Aucun juriste n'a parlé de cette ordonnance. Aucun juriste n'a parlé de cette ordonnance. Même l'arrêté pris par le ministre de l'Intérieur portant interdiction, importation et commercialisation de ce livre au Congo, même dans cet arrêté, dans le visa, il n'y a pas cette ordonnance. Voilà l'aspect juridique. Moi, en tant que juriste, quand j'ai fait des recherches, je dis, mais pourquoi on a zappé cette ordonnance? J'en ai parlé à un aîné dont j'étais le nom. Il m'a dit, mais comment ça? Je lui ai donné les références. Quand il a regardé, il s'est dit, mais c'est pas vrai, c'est vrai. Vous voyez, donc déjà, M. Maposo, en 1964, Alphonse Massamba Deba, que M. Nkunku accuse d'être génocidaire, avait comme par hasard déjà l'intuition de prendre une ordonnance 4 mai 1964. Vous allez faire des recherches, vous allez voir. Portant répression, la diffusion, propagation de fausses nouvelles, ayant pour but de porter atteinte à l'intérêt national, à troubler la paix, à troubler même, il a utilisé ou pouvant troubler la tranquillité des Congolais. En 1964, Alphonse Massamba Deba. Ça, c'est un texte juridique, c'est une ordonnance. C'est un texte juridique très important qui est passé sous silence. Donc, en tant que juriste, quand je l'ai découvert, je dis voilà, il faut le mettre sur la place publique. Je pense que quand on a eu un débat avec Aziz, j'ai cité cette ordonnance. Donc, tous les juristes, tous les intellectuels qui sont ici auront à cœur de vérifier ce que je dis. Ils vont voir qu'il y a une différence quand même, un élément qu'il fallait apporter par rapport aux communications qui avaient été faites. Oui, voilà. Mais je vais dire à notre collègue. Vous avez suivi le débat à Brazzaville, ce n'est pas un débat contradictoire. Les ministres sont montés sur le plateau, ils ont de la position du gouvernement. À Genève, ils sont partis parler à Genève. Mais le débat se passe aussi à Paris. Dites-moi, qui a organisé un débat contradictoire à Paris? Allons-vous qui cherchez des débats? Et s'il y en a trop? Dites-moi que oui, M. Aziz, avant que vous ne veniez ici, il y a eu un débat contradictoire à Paris, le livre d'un PT à Genève. La grande diaspora congolaise se trouve où? À Paris. Je suis venu ici dans cette salle pour écouter les Congolais de Brazzaville que nous débattons sur le livre de Dominique Nkunku avec des assertions telles qu'il y a eu un génocide, oui ou non. En ce moment-là, de ce choc des idées jaillissant la lumière, et Paris a donné sa contribution négative ou positive sur les affirmations de Nkunku et nous avons évolué. Vous ne pouvez pas chercher l'évolution comme nous étouffons le débat pour dire pourquoi un débat en plus. Ce n'est pas pour le faire paraître. Vous allez me donner la preuve irréfutable dans cette salle que Paris a dû organiser un débat contradictoire qui est passé sur les antennes de la télé. Nous n'avons pas eu non. Il y a eu une conférence de presse. Une conférence de presse qui a été organisée le 19. Non, c'était pour la signature, la délivrance. Voilà. Un instant, j'ai encore fini.
et il y a une caravane dénommée génocide du Poul ou génocide de... Mais la caravane, c'est pas un débat contradictoire. Je suis désolé de vous le dire. La caravane, c'est pas un débat contradictoire. Voilà pourquoi je dis à l'autre, on a tenu s'il vous plaît, je dis à l'autre, on ne pousse pas un débat sur un sujet aussi sensible qui appelle l'intervention de plusieurs idées et que chacun devrait s'exprimer. Moi, je vous ai posé un truc, j'ai dit, dites-moi sur la place de Paris, y a-t-il un débat comme ça contradictoire? Le caravane, c'est pas un débat. Les affiches, c'est pas un débat. Je suis venu à Paris pour que j'échange avec la diaspora, qui nous disent à nous deux ici, venant de Brazzaville, quand nous avons eu l'invitation de club, et pour leur dire qu'est-ce qui se passe sur la place de Paris. Et ce débat, pour moi, il n'est pas du trop, parce qu'il n'a jamais eu lieu. Donc, s'il vous plaît, donc, juste pour rebondir aussi à ce que M. Oulani a dit tout à l'heure, on parle des décrets du président Massamba Déba, Alphonse Massamba Déba en 64, ordonnance. Bah, nous sommes en France, la France est encore en train de chercher comment mettre en place une juridiction contre les fausses nouvelles. Donc, comme quoi le Congo était déjà en avance depuis 1964. Il fallait le relever, il fallait le dire. Alors, on a épuisé les questions des internautes, on va passer... J'aimerais juste savoir, en fait, vous êtes un bon journaliste, comme vous le dites, au Congo, installé au Congo, mais avez-vous fait le déplacement dans ces villages pour nous prouver qu'il n'y a pas eu de génocide? Et c'est vraiment dommage que vous soyez venus sans ces images. C'est vrai que vous nous avez présenté les images de Ntoumi que tout le monde a vu sur le net, mais ça ne dit pas que Ntoumi vit en cohésion avec les villages. Mais c'est vraiment dommage que, en tant que bon journaliste du Congo, vous ne soyez pas allé directement dans ces villages et nous prouver le contraire. Je vais répondre. Vous voulez que je vous amène des photos qui n'existent pas? Dites-moi non, il y a des photos que moi j'ai en contradiction. Madame, vous êtes journaliste. Quand je vous dis, je vous demande ceci. Dites-moi que non, Dominique, le maire, c'est celui qui fait la fiction. J'ai envoyé des équipes de télévision à Télé Congo, j'ai suivi beaucoup de choses. J'ai couvert l'entrée des ninjas à Brazzaville avec un élève cameraman Télé Congo. Quand vous n'aviez pas l'élément dans vos mains, pour vous, le maire, c'est celui qui invente. Dites-moi, aujourd'hui, quand vous me parlez, moi j'aurais bien vous dit, monsieur Aziz, face à votre déclaration, voilà les images que j'aurais ramenées du pôle. C'est le village calciné. Mais vous ne dites que par votre simple vue de l'esprit. Vous êtes demandé, Jolie va couvrir un événement, il vous ramène ce qu'il ramène, vous dites, c'est pas suffisant. C'est dans votre assertion déjà, vous avez la prétention d'un génocide qui existe. Je vous inventer des photos, je vous dis comme de fois je suis parti dans le pôle, je vous dis comme de fois les télévisions nationales sont allées dans le pôle. Je peux vous citer la communauté internationale à Brazzaville, elle n'existe pas. Est-ce que le Congo vit X nilo de la communauté internationale? S'il y a eu le génocide au Congo, l'ambassade de France vous le dit, l'Union européenne vous le dira, tous les institutions internationales existent au Congo. Vous pensez que ces gars-là, ils ne regardent pas ce qui se passe dans votre pays? Le génocide est tellement gros qu'il faut avoir des arguments de taille. On dit, madame, vu que l'humanité existe, on en cite un peu de 3 génocides. Celui du Congo, imaginé par Nkunku, c'est le 4e. Et pour un bon journaliste, celui qui doit vous rapporter forcément des photos, des gens calcés dans le premier quand il n'existe pas. C'est ce que vous me demandez de faire ou vous me donner la preuve contraire? J'aurais bien aimé avoir la preuve contraire. Monsieur le juge. Juste pour compléter, pour répondre à madame tout à l'heure, c'est-à-dire que je reste toujours sur l'aspect juridique. La question de génocide, c'est une question juridique. C'est-à-dire que le fait, par exemple, de découvrir beaucoup de corps dans un département donné ne prouve pas l'existence de génocide. L'existence de génocide s'appuie sur le fait que les gens qui ont été trouvés appartiennent à une catégorie donnée, par exemple, les Laris, si on prend l'exemple, je n'ai rien contre les Laris, ça peut être les Téké, et que ces gens avaient été tués en exécution d'un plan concerté. C'est pas parce qu'on découvre des cadavres. Il faut que ces gens ont été tués en l'exécution d'un plan concerté. S'il n'y a pas de plan concerté, il n'y a pas de génocide. Mais ça n'exclut pas l'existence de meurtre. C'est un crime de guerre, un crime de masse. Mais tous les crimes de guerre, tous les crimes de masse ne sont pas forcément des génocides. C'est ce que j'ai dit. Un génocide peut être perpétré à l'occasion d'une guerre ou en dehors d'une guerre. Donc il faut tuer plusieurs personnes qui appartiennent à une même catégorie, soit religieuse, ethnique, tribale, nationale, mais en exécution d'un plan concerté, c'est-à-dire qu'il faut au moins 2 personnes s'assied quelque part pour programmer la tuerie. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple de l'opération Cristal mise en place par Hitler. On peut parler aussi des pogroms
en ex-Union soviétique, même dans l'Empire romain, il y avait ce qu'on appelait la tifunda, je pense. Vous voyez? Donc il suffit de s'asseoir, plusieurs, prendre la décision d'exterminer une catégorie d'individus. C'est pas que même les homosexuels. On dit on va tuer tous les homosexuels, il y a génocide. Donc au Congo, quand on voit l'histoire du Congo, à moins que quelqu'un nous apporte le contraire, il n'y a jamais eu ces faits. Les tueries de masse, il y en a eu, du nord comme au sud, à l'occasion des conflits idiots. Je ne cesse de répéter le terme, c'est même un euphémisme que nous avons connu. Mais il ne faut pas utiliser le mot génocide pour le plaisir. Le droit pénal, c'est un droit très dangereux. C'est pour ça que le droit pénal s'est détaché de la définition sémantique pour donner comment dire, une veste juridique, si j'ose dire, pour ne pas poursuivre n'importe comment le génocide. Et quand on lit le livre de M. Nkunku, lui, il se base sur une approche doctrinale. Vous voyez? Parce que le droit, je vous ai dit, c'est une science, c'est aussi un art. Le droit a beaucoup de sources. Il y a des sources qui sont législatives, il y a des sources qui découlent des traités internationaux, il y a des sources qui découlent de la jurisprudence, c'est-à-dire l'ensemble des décisions prises par les juges, il y a des sources qui découlent des us et coutumes, des traditions, il y a des sources qui découlent de ce qu'on appelle la doctrine. La doctrine, c'est simplement l'ensemble d'opinions émises par les juristes sur des questions données. Mais la doctrine n'est pas une source directe de droit, c'est-à-dire que le juge utilise pour rendre sa décision. Le juge ne tranche pas sur une opinion donnée par un juriste. Donc la définition que M. Nkunku donne dans son livre, c'est une définition doctrinale. À ce moment-là, il faut se poser la question, que dit la loi? La loi est au-dessus de la doctrine. Or, la loi définit le génocide, comme j'ai dit, en prolégomène, comme le fait de commettre ou de faire commettre, en exécution d'un plan concerté, des crimes visant un groupe d'individus en raison de leur appartenance à une ethnie, par exemple. C'est ça la définition juridique qui dépasse le cadre doctrinal. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à la question qui a été posée. Moi j'aime ce genre de débat. Quand vous me dites, vous aurez pu amener des photos, vous savez, quand Nkunku publie sa première photo, le genre de photo que vous aimez, il est démonté sur Internet, évidemment, aujourd'hui, comme parler de YouTube, évidemment, quand on tourne... C'était la première photo sur la... Quand vous mettez vous mettez comme, j'aurais pu faire comme Nkunku, après on me dit, non, cette photo est du Ghana, je m'en vais la retirer en courant. Je suis crédible? Non, madame. On n'invente pas dans notre métier. Quand vous dites qu'il y a des villages, mais est-ce que des villages, vous l'avez dit, génocide? Le débat ici, c'est, est-ce qu'il y a eu génocide dans le couple, oui ou non? Est-ce que toutes les personnes tuées en masse se disent génocide? Non. Je prends un exemple ici, madame. Un jour, la République a mis près de 24 cercueils. Le président de la République parti s'incliner, c'est des morts qui sont sortis du pôle, avec un petit enfant de 9 ans, avec une fille qui a été violée. Mais c'est un génocide? Non. Ces images existent, même sur le net. Et quand on veut le prouver, on va les chercher sur le net. C'est parce qu'on a sur le net qui sont faux, mais il faut qu'ils viennent du Congo. Le monde évolue aujourd'hui quand on publie quelque chose, on met sur le net. Ce n'est pas un reproche d'avoir eu sur le net. C'est votre vérifier s'il est vrai. Comme vous dites, qu'est-ce qui prouve qu'il est en harmonie avec le village? On peut chanter comme ça quand on est en désharmonie avec le village? Voilà, dites-moi ça. Le contraire, non. C'est un groupe qu'il a constitué. Il a pris des femmes qui sont en otage. Tout le monde le sait. Mais voilà. Mais oui, mais est-ce qu'on a dit qu'il n'a pas fait ça? On a dit... Ça ne veut pas dire que la population était d'accord ou que ces villageois-là étaient d'accord avec lui. Ces gens-là sont en otage. Madame, non, je vais terminer, madame. Dites-moi, l'affirmation dit qu'ils sont en otage est laquelle? Voilà que vous ne pouvez pas me l'affirmer. C'est votre vue de l'esprit. Voilà. On va prendre le vue de l'esprit. Ils sont en otage. Qu'est-ce que vous le prouvez? Les gens qui vous disent qu'ils sont en otage. Sans donner la preuve. C'est ses propres vidéos. Voilà. Qu'est-ce que vous dites que c'est pas en osmose? Moi je veux, je vais terminer. Non, moi je veux la preuve concrète. Le journaliste, c'est pas un romancier. La preuve concrète, c'est laquelle? Vous pouvez me montrer la preuve concrète? Si c'est votre vue d'esprit, comme je dis, le droit, il est dans les livres, non dans la tête. L'information est dans ce que vous avez fait comme reportage et non votre tête. Vous ne pouvez pas dire, ah, il n'est pas en odeur de sainteté. Quand je le dis, je donne la preuve. Si vous avez la preuve, donnez-nous la preuve. Mais nous, en fait, non, mais cher Zumba, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va prendre d'autres questions, s'il vous plaît. Avec un reportage spécial réalisé par le monsieur Aziz. Mais qu'est-ce que vous avez réalisé? S'il vous plaît, on va passer. On aura la possibilité, on a la salle jusqu'à presque 17h, il reste un quart d'heure. On aura la possibilité de partager un petit verre de l'autre côté. Et on pourra épuiser le débat là. Pour l'instant encore, on va reprendre une question des internautes et puis après on va continuer.
spécialement à M. Aziz. La question de savoir, ou plutôt c'est monsieur le juriste peut-être qui sera habilité à répondre à cette question qui consiste sur la qualification du crime de génocide. Qui qualifie un crime de génocide? Est-ce qu'il y a une commission? Est-ce qu'un groupe d'individus quelconque pour déterminer qu'un tel massacre d'un groupe donné d'individus peut être accolé le qualificatif de génocide comme on a eu au Rwanda en 1994? Merci. Donc, à question juridique, réponse juridique. Qui qualifie? Lorsque les faits sont perpétrés quelque part, vous portez plainte. Si vous ne savez pas qui a commis ces faits, vous portez plainte contre X. C'est la personne qui reçoit la plainte. Même si vous, au départ, vous qualifiez. C'est la personne qui porte plainte qui qualifie. Mais la personne qui reçoit, c'est un spécialiste, un juriste, il peut requalifier les faits par rapport à ce qui lui est expliqué. Donc si au départ vous dites génocide, le procureur qui reçoit la plainte ou le juge d'instruction qui reçoit la plainte, dans son instruction, il regarde par rapport aux faits qui ont été relatés. Si c'est génocide, il regarde la loi. Il dit il y a génocide. S'il n'y a pas génocide, il dit il n'y a pas génocide. Il peut requalifier les faits autrement. Donc pour répondre directement à la question, c'est ça. C'est d'abord l'accusé, le plaignant qui qualifie. Et sa qualification peut être requalifié, si j'ose dire, par le spécialiste en droit qui reçoit la plainte par rapport à ce que prévoit le droit, pas par rapport à ce que dit une opinion. Voilà. Donc en termes de qualification, vous parlez de qualification, de plainte, et en faisant un retour en arrière, en 97, ou plutôt 98, quand la guerre finit, le terme génocide rentre dans les habitudes du Congo à partir de là. On avait un génocide rwandais qui n'était pas le Congo, mais le terme est rentré au Congo par le biais. Le président Pascal Lissouba et tout son gouvernement ont été qualifiés des génocidaires. Alors, je pose la question de savoir, en 97, est-ce que ces massacres étaient considérés comme génocide puisque la plainte avait été posée en ces termes? Et quelle est la différence on peut faire si on compare les deux cas? Le cas de Pascal Lissouba, la guerre de 97, qui était un affrontement entre deux individus avec toutes leurs milices, et le cas de ce qui se passe au Poul, où un gouvernement, dans le cadre de sa mission de répression ou de recherche de terroristes, commet des exactions dans une région donnée. Merci. Le terme génocide n'est pas rentré au Congo en 1998, après la guerre de 97. Non. Le Congo a signé la Convention de Genève le 9 décembre 1948 portant définition répression du génocide. Donc, le 15 octobre 1962, le Congo avait signé cette convention. Mais, dans notre code pénal hérité de la colonisation, il n'y avait pas une disposition juridique qui permettait de réprimer le génocide. C'est après la guerre du 15 juin 1997 que le Congo a incorporé dans son code pénal des dispositions qui définissent et repriment le génocide. Je vous ai parlé de la loi du 31 octobre 1998, un an après la guerre civile, et votée par le Conseil national de transition, qui était le Parlement de transition. Donc on voit tout de suite, moi en tant qu'intellectuel je réfléchis, on voit déjà l'intention de ceux qui étaient au pouvoir, donc les vainqueurs de la guerre, de poursuivre les vaincus. Vous voyez? Et là, en tant que juriste, objectivement, je vous ai dit, moi j'étais ici, à Paris en tant qu'étudiant, j'ai eu d'abord la réaction émotionnelle, et mon émotion m'avait dit oui, il faut poursuivre, Lissouba c'est un génocidaire, je reconnais, je l'avais dit. Mais en tant que juriste, quand j'ai commencé à lire les livres de droit, j'ai dit ah non, c'est là où la raison transcende l'émotion. On dit non, on ne peut pas poursuivre Lissouba pour génocide. Pour autre crime, on peut le poursuivre, crime de guerre, des exactions. Mais pas génocide parce que il faut prouver qu'il y a eu un plan concerté pour tuer une catégorie d'individus. Comment catégoriser ces individus? On va les appeler comment? Les nordistes. Même dans les quartiers nord de Brazzaville ne vivaient pas que les ressortissants du Nord. Moi, je suis né, j'ai grandi dans un quartier cosmopolite qui est Wendy, on vivait avec tout le monde. Des Lari, des Congo, des Bembe, tout le monde. Vous voyez? Donc là, déjà, en tant qu'intellectuel, en tant que juriste, je me suis dit non, on peut poursuivre, mais sur la base de l'accusation de génocide, juridiquement, ça ne va pas tenir. Et puis, il y a un fait qui m'avait aussi interpellé.
c'est que la loi du 31 octobre 1998 est une loi qui est rétroactive. C'est-à-dire que les faits avaient été perpétrés en 1997. La loi qui précise la répression du génocide a été mise en place en 1998, un an après. Donc on fait de cette loi une loi rétroactive pour punir les faits perpétrés avant. Même là, sur le plan juridique, voilà, sur le plan juridique, ça ne tient pas. Pourquoi? Parce qu'en matière pénale, la loi pénale n'est pas rétroactive. Sur le plan du principe, c'est un principe sacro-saint de droit pénal, il est universel. La loi pénale n'est pas rétroactive, sauf lorsqu'il s'agit des lois pénales les plus douces. C'est-à-dire que lorsque on prend une loi, on vote une loi pénale qui prévoit des peines inférieures à la peine initiale, cette loi peut être rétroactive. Par exemple, concrètement, à l'époque, lorsqu'on avait fait voter cette loi, au Congo, il y avait la peine de mort. Donc, les auteurs de génocide pouvaient être punis de peine de mort. Donc, ce n'est pas une loi pénale plus douce, c'est une loi grave. Vous voyez, cette loi, sur le plan juridique, ne doit pas être rétroactive. Donc voilà le raisonnement d'un intellectuel, d'un juriste, de façon objective, qui voit que même dans cette loi, il y avait des choses à redire. Donc pour chuter directement sur votre question, je dis, même en 1997, il n'y avait pas de génocide. Donc quand on voit toute l'histoire du Congo, que ce soit 97, 59, ce qui s'est passé dans le pool, il n'y a jamais eu de génocide au Congo. Des tueries de masse, il y en a eu de part et d'autre. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Mais est-ce que ces tueries ont été commises sur la base d'un plan concerté? Là est la question. S'il y a eu un plan concerté, il faut le prouver. Si vous n'arrivez pas à prouver l'existence d'un plan concerté, que ce soit Pascal Lissouba, que ce soit Youlou, que ce soit le président Sassou, que ce soit le président Yombi, le président Massamba Deba, le président Marian Wabi, si vous n'arrivez pas à prouver, il y a doute. Or, en matière pénale, je terminerai par là, le doute profite à l'accusé. C'est le dérivé d'un principe sacro-saint, celui de la présomption d'innocence. Il faut prouver vos allégations. Si vous n'arrivez pas à prouver, le doute profite à l'accusé. C'est ça toute la difficulté et la particularité du droit pénal, parce que c'est un droit dangereux. Oui, ici, non, excusez M. Goma, parce que moi je m'en veux encore un frère qui a... Il ne faut pas ausculter l'histoire. Malheureusement, nous sommes tous Congolais, on n'ausculte pas l'histoire. Je vous reproche de l'ausculter. Pourquoi? Vous dites, en 1997, c'est deux gaillards avec chacun sa milice qui se sont rentrés dedans, excusez-moi de parler comme ça. Mais maintenant, là, c'est un pouvoir qui poursuit, commis dans le pôle et qui... Non, je n'ai pas parlé de pouvoir, tu parlais de l'armée qui poursuit. Voilà. Dans sa mission. Mais en 1997, en 1997, pour vous, le président Lissouba n'est pas un chef de l'État? Si, il est chef de l'État, l'armée reprend à qui? Au chef de l'État. Alors, et pourquoi vous appelez ça milice? Pourquoi vous dites une milice? Non, mais en 1997, il n'y avait pas que l'armée. Non, parce que même du côté du président Sassou, il y avait des militaires. Je parle bien du Lissouba. Ici, oui, excusez-moi. Lissouba avait une partie de l'armée. Voilà. Et avait sa milice. Voilà, donc ne dites pas. De la même façon que le président Sassou avait une partie de l'armée, voilà, et sa milice. Donc ne dites pas que je parle. Voilà pourquoi je dis, ne dites pas que les deux gars avec leur milice, non. Il a un pouvoir en place qui rentre en guerre avec quelqu'un qui avait une milice. Et le président de la République, par définition de la Constitution, est le chef suprême des armées. Exactement. Vous ne pouvez pas dire que là-bas, c'est différent. C'est la même chose. Je n'ai pas parlé de différence. Non, vous dites alors qu'ici. Non. Alors qu'ici, c'est un élément de différence. Je pose deux situations. Voilà. Mais je ne minimise pas. Non, je ne parle pas de minimiser, je parle de la différence. Quand on dit alors qu'ici, ça signifie que c'est différent. Dire que voilà. Si en 1997, les vainqueurs sont arrivés à traiter les vaincus des génocidaires parce qu'il y a une situation de guerre, et même ceux qui ont gagné ont commis des exactions. Vous et je ne parle pas de génocide, je parle de le postulat. Oui, mais on parle de ce postulat. Vous avez dit le postulat, c'est deux gars qui ont des milices. Dit non, c'est un chef d'État avec une armée, sa milice, qui attaque un ancien chef d'État. Oui, qui devient rebelle à ce moment-là. Qu'importe, donc il y a un ancien chef d'État. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui va en guerre. Ici également, c'est le gouvernement qui va en guerre. Non, ce n'est pas le gouvernement qui était en guerre. Vous voulez dire qu'on doit rétablir les faits dans leur contexte. Oui. C'est le gouvernement qui est également dans sa mission de rétablir la paix. Vous savez que le 5 juin, c'est une conséquence de plusieurs événements antérieurs. Oui, non, mais c'est pas le gouvernement qui va. C'est exactement la même chose que le gouvernement fait actuellement en poursuivant voilà, dans sa mission. Mais exactement, j'ai dit c'est la même chose. Voilà. Si vous avez dit non, c'est la même chose. C'est un gouvernement qui utilise un droit régalien. Là-bas aussi, c'est un gouvernement. Les deux sont placés sur le même plateau. Oui, et voilà ce que je veux vous dire.
parce qu'il ne faut pas faire. Surtout qu'on a un défenseur qui est là, M. Oubani, droit de la femme. Merci, je vais être brève. Je disais ceci, que j'ai entendu tout à l'heure que le club a été créé il y a une semaine seulement. Mais nous, c'est un plaisir, nous, de la diaspora, de la place de Paris, de voir des débats de ce genre. Bon, je parlerai parce que moi, je pratique la pédagogie des publics en difficulté. Donc, pour moi, le problème qui est, peut-être, on dit peut-être Dieu merci, que ce monsieur a écrit ce livre, c'est ce qui a fait que vous, aujourd'hui, nous en sommes en face de vous. Donc, ça nous permet d'essayer de commencer, enfin, de la base, pour remonter un peu là-haut, parce que vous ne représentez pas le gouvernement, mais je pense que d'après ce qu'on va se dire ici, ça va être monté vers les pouvoirs publics, vers le gouvernement de la République. Donc, merci à ce monsieur qui a écrit ce livre, je le dirais. Ça nous a permis cet échange et ce contact. Voilà. Je parlerai de l'éducation. Vous avez parlé de l'histoire du Congo, parce que le monsieur a écrit que depuis Opango, ça a commencé, ça s'est passé Youlou, Massamba Deba et tout. Mais est-ce que ce n'est pas possible qu'on mette ça dans les programmes de l'éducation nationale? Que les enfants à l'école puissent s'approprier de l'histoire du Congo, de la vraie histoire. Parce que chacun vient parler à sa façon. Est-ce que, comme il n'est pas encore trop tard, il y a encore ceux qui étaient là, peut-être, bon, là j'entends qu'Ikivangot n'est plus là et tout ça, bon. Essayez de voir s'il y a des écrits pour reconstruire cette histoire et enseigner ça aux enfants depuis l'école primaire, donc depuis l'école élémentaire, que les enfants puissent l'approprier. Bon, pour le génocide, je pense que le journaliste, il a parlé, donc je fais passer. Et je terminerai en disant ceci. S'il y a un problème qui s'est passé et que vous voulez trop médiatiser, sachant que nous, on a des enfants, on est mariés, parce que moi, je suis du Nord, on est mariés à des gens, je ne dirais pas moi ou les autres. Comme il y a ma nièce qui est derrière, son compagnon, il est du Sud. Donc, les enfants sont issus des deux cultures. Donc, ces enfants-là, qui vivent avec nous, nous trouvent de génocidaires. Vous voyez, on est en train de former des monstres. Donc, les gens, ils sont petits, ils ne peuvent pas se révolter. Mais ils ont ce rancœur. Vous savez, les liens de sang sont sacrés. Donc, et puis les liens et les attaches, ils sont liés à leurs parents, par la tribu, ils sont laris. Donc, quelque part, ces enfants, ils sont petits, ils sont obligés d'obéir. Mais ils vivent avec nous, avec ce rancœur. C'est une souffrance qu'ils ont en eux. Même quand ils nous regardent, c'est ceux qui ne nous supportent pas. Quand ils entendent que les gens du Nord, ils ont exterminé ou ils ont pratiqué des pratiques génocidaires. Voilà. Donc, c'est peut-être pour ça que je voulais intervenir, parce que je suis du domaine. Merci. Merci beaucoup pour cette une vraie contribution, parce que la mémoire et tout ça. Alors, je vais vous redonner la parole. Une question, une deuxième, et puis on termine, parce qu'il est temps qu'on puisse remettre la salle. Voilà, c'est à vous. Ok, merci beaucoup. J'ai aimé l'intervention de madame tout à l'heure. Brigitte Obambi. C'est vrai, j'ai écrit un livre sur l'évolution des droits de la femme congolaise. Depuis le début du débat, les femmes ne sont pas intervenues, bon, sauf notre sœur tout à l'heure. Bon, ça équilibre un peu les choses. Souvent, quand les femmes prennent la parole, elles vont droit au but. Et nous, les hommes, on cherche à tourner autour du pot. Moi, j'ai aimé, quand vous avez dit que ce monsieur a écrit quelque chose, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a un avantage parce que ça suscitait le débat. Vous savez, dans la vie, tout est utile. Même les matières fécales servent à fertiliser le sol. Il faut seulement savoir utiliser à bon escient, même ce qui est mauvais, pour le transformer, le bonifier, le rendre bon. De ce point de vue, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et vous avez utilisé un mot que j'aime bien, l'éducation. J'ai écrit aussi un livre, le premier, qui s'appelle « Pamphlet contre le tribalisme au Congo ». Et dans ce livre, j'ai fait la démonstration que le tribalisme au Congo a commencé bien avant que le Congo soit indépendant. Depuis l'orée des indépendants jusqu'à nos jours, tous nos gouvernants successifs ont utilisé le tribalisme, des fois même comme une arme, un mode de gouvernance. Tous les dirigeants successifs. Personne n'en a le monopole au Congo, en dehors même du monde politique. Le tribalisme, mais il gire en chacun de nous, en moi, en vous. C'est un instinct grégaire. Donc nous devons faire des efforts pour transcender cet instinct grégaire, pour
vivre ensemble avec l'autre, même s'il est différent de vous. Et dans ce livre, dans la deuxième partie, j'ai fait des propositions pour lutter contre le tribalisme. J'ai parlé de partage. C'est ça qui nous tue, l'injustice. Il faut partager le pouvoir politique. Il faut que tous ceux qui gagnent ne gagnent pas tout. Ceux qui perdent ne perdent pas tout. Il faut partager le pouvoir économique, faire la redistribution équitable des fruits de la richesse nationale au travers d'un développement local harmonieux. Au Congo, aujourd'hui, il y a un ministère qui s'appelle ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local. Mais le concept de développement local est très important. Ça veut dire qu'il faut développer tous les départements du Congo, puisque nous sommes à la départementalisation, on n'est plus aux régions, nous en avons 12 départements au Congo. Il faut développer de façon harmonieuse nos 12 départements, de telle sorte qu'en ce qui concerne les infrastructures de base, que dans tous les départements du Congo, il y ait la même chose en matière de l'eau, l'électricité, le travail, l'éducation. Si un enfant qui est dans le pool a les mêmes infrastructures de base qu'un enfant qui est dans la cuvette, l'enfant qui est dans le pool ne va pas haïr celui qui est dans la cuvette. Si un enfant qui est dans les plateaux a les mêmes infrastructures de base qu'un enfant qui est dans le Kwilu, il ne va pas haïr. Voilà ce qui nous divise, c'est cette injustice-là, lorsqu'on écarte certaines personnes de la gestion du pouvoir et de la répartition des fruits de la richesse nationale. C'est pour ça que cette éducation ne compte pas qu'à l'État, au pouvoir public. L'État fait l'éducation nationale, mais la famille doit aussi faire l'éducation familiale, c'est l'éducation de base. C'est même l'éducation la plus importante. Ouais, il y a aussi l'éducation religieuse aujourd'hui dans nos pays. Il y a toute une forêt d'églises dites de réveil. Et donc la plupart nous plongent dans un profond sommeil où ne réveillent les gens qu'avec leur nuisance sonore. Il faut que les gens d'église, quand je vois M. Ntsakou là, qui a écrit Chronique de génocide, et là je vois que c'est un homme d'église, je suis triste, je n'ai pas encore lu le livre, je verrai. Mais en tant qu'homme d'église, il ne faut pas diviser les gens. Si vous pensez qu'il y a eu des faits qu'on peut qualifier de sataniques, il faut apporter la parade divine. C'est par l'éducation. L'éducation religieuse est une éducation très importante. Je terminerai par un homme illustre, Nelson Mandela, qui disait que l'éducation, c'est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Merci. Alors, une avant-dernière question d'un journaliste, et puis après une dernière là-bas, je crois, on aura pris. Il est déjà dit plus de 17 heures déjà. Monsieur. Merci. Ma question s'adresse à M. Obami Odilan. Voilà. C'est une question d'épistémologie. Quand vous avez dit tout à l'heure que le peuple Lari, la tribu Lari, je crois, n'existe pas. Vous avez fait des études ethnologiques pour arriver à cette thèse. Parce que le génocide commence aussi par la sémantique. Tous les faits commencent par la représentation. Il faut faire attention au terme. Dire que les Lari n'existent pas, on est là dans le nihilisme, on est dans le négationnisme dont parlait Samadian Kombi, qui, entre parenthèses, aurait dû dire que c'est son père qui avait été tué. Il faisait partie des gens qui avaient été tués au procès de Marion Wabi en 1977. Il faut nommer les choses, mon frère. Parce que, effectivement, parler dans l'abstrait, c'est dangereux. Quand j'entends Nyagambwala au procès qui dit « Nous nous préoccupons de l'avenir des Moshi ». Hein, vous l'avez entendu cette phrase, hein, n'est-ce pas? Est-ce que Nyagambwala a peur qu'un jour, on va exterminer les Moshi? Pourquoi il se pose cette question? Mais ce que Nyagambwala oublie, c'est que la guerre n'a jamais été portée dans le Nord. Donc s'il craint qu'un jour on va exterminer les Moshi, il se trompe. Parce qu'en fait, le peuple congolais, dans sa profondeur, est pacifique. Il n'y a pas de revanchard. S'il a cette idée que le peuple Moshi sera tué, à mon avis, il se trompe du point de vue historique, parce que de toute façon, tous les crimes qu'on a vus ont été commis contre les Lari. Et les Lari, je vous prie, monsieur le juriste, les Lari existent. Dire qu'ils n'existent pas, c'est le début même d'un projet d'extermination. Mais je suis sûr que ça ne vient pas de votre cœur, mais c'est peut-être un lapsus. S'il vous plaît. Okay. Merci. Mais je laisse aux juristes nous éclairer là-dessus. Merci beaucoup, mon frère, parce que souvent nos contradictions, nos malentendus naissent de l'incompréhension.
Moi, je n'ai pas dit que les Laris n'existent pas. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, du point de vue ethnologique, les Laris ne constituent pas une ethnie, mais une tribu. Ah oui, il y a une différence entre ethnie et tribu. La tribu, l'ethnie est englobante. Elle recèle en son sein plusieurs sous-groupes qu'on appelle tribus. Dans le groupe ethnique Congo, il y a plusieurs tribus. Il y a des Bassundi, je l'ai dit. Il y a des... Vous pouvez reprendre mais vous pouvez... On vous donnera la parole pour contredire si vous voulez. Voilà. Non, invectivez si vous voulez, mais lisez d'abord. Prenez la peine d'écouter l'autre parler. Vous savez, c'est Voltaire qui disait: je m'opposerai toujours à ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à ma mort pour vous permettre de le dire. C'est ça la liberté d'expression, monsieur. Je vous redonnerai la parole. Si vous voulez insulter, vous insulterez. En face, vous trouverez aussi la réponse qui va correspondre à votre attaque. Je vais terminer avec mon frère tout à l'heure. Je dis, je répète, je n'ai pas nié l'existence des Laris. Non, loin de là. J'ai dit simplement, Lari, ce n'est pas une ethnie, c'est une tribu. Parce que Lari fait partie du groupe ethnique Congo, au sein duquel il y a les Sundi, il y a les Congo de Boko, il y a les Balali, comme a dit mon frère, il y a les Téké du Poul, il y a les Bangala, il y a les Lari. Lari, c'est un croisement de plusieurs tribus de groupes ethniques Congo. C'est ce que j'ai dit. Je ne renie pas l'existence de Lari, mon frère. Il y a eu une compréhension entre nous. Par exemple, quand vous prenez le groupe ethnique Téké, c'est le plus gros groupe ethnique congolais. Donc les Téké, ils sont au nord, ils sont au centre, ils sont au sud. Quand vous prenez le groupe ethnique Téké, vous avez les Bakukuya, les Baboma, les Gangoulou. Moi qui vous parle, je suis Gangoulou. Les Gangoulou, c'est une tribu qui fait partie du groupe ethnique Téké. Les Mbeti, c'est une tribu qui fait partie du groupe ethnique Téké. Et quand vous allez maintenant dans les tribus, au sein des tribus, je vais vous mieux parler de ma tribu, qui est la tribu Gangoulou. Non pas pour exalter le tribalisme, loin de là, puisque je l'ai fustigé dans mon livre. Dans le groupe, dans la tribu Gangoulou, il y a des sous-tribus. Il y en a 3. Il y a une tribu qu'on appelle les Bakikila. Il y a une tribu qu'on appelle les Bampumpunu. Il y a une tribu qu'on appelle les Bafimpo. Entre les 3 tribus, il y a une guéguerre. Il y en a qui se croient supérieurs aux autres. C'est ça du point de vue ethnologique. C'est-à-dire que si on focalise tout sur l'ethnie, sur la tribu, on ne va jamais s'entendre. Aucune tribu, aucune ethnie n'est homogène. Il y a toujours des dissensions en leur sein. Ne pensez pas que tous les Mboshi s'entendent. Même au sein du groupe ethnique Mboshi. Mais il y a beaucoup de tribus. Les Koulou, les Makwa font partie du groupe ethnique Mboshi. Les Mboshi proprement dit. Et on va vous dire, il y a des Mboshi de la cuvette et des Mboshi des plateaux. Les Gangoulou et les Téké, je me souviens, et les Bakukuya sous Sassouban, se sont fait une petite guerre à l'époque parce que, à l'époque, il y a un ministre dont j'étais le nom qui avait déplacé la direction régionale des travaux publics qui se trouvait à Gamboma pour l'emmener à Djambala, mais il y a eu des guerres entre les Gangoulou et les Baboma ou les Bakukuya. Vous voyez, c'est ça l'ethnologie, c'est ça le problème des tribus. Au-delà même du Congo, ce n'est pas une spécificité congolaise. Au-delà du Congo, quand vous allez au Rwanda, vous allez voir, même dans la tribu Tutsi, il y a des subdivisions. Il y a ce qu'on appelle les Tutsis, qu'on appelle les Indatois, les Tutsis dits supérieurs et d'autres Tutsis qui sont inférieurs. Vous allez en Irak, vous avez les chiites, vous avez les sunnites, vous avez les kurdes, mais ils se font la guerre. Mais c'est des groupes ethniques. Vous voyez? Donc mon frère, je vais chuter simplement en disant que je n'ai pas nié l'existence des Lari. Je dis Lari, ce n'est pas une ethnie, c'est une tribu. Ce n'est pas un jeu de mots, c'est une approche ethnologique. Et j'ai fait 4 ans de recherche là-dessus pour écrire mon livre. Je peux me tromper, je ne détiens pas la science infuse. Que celui qui a la sapience pour me contredire le fasse. On est là pour discuter, pour confronter les points de vue. Nous avons des archives, mais la lumière. Au niveau de cette recherche, c'est simple, nous avons des archives. Au niveau de Aix, qu'on peut consulter. Et puis, il a soulevé une problématique importante. Mais on ne va pas s'éterniser parce qu'on a entendu les avis. Obambi a dit une chose. Non, Obami, pas Obambi. Ah, d'accord. Elle a dit une chose capitale qui est relayée par le frère à côté. Moi, j'aimerais entendre ça. Que deviendra l'avenir d'Mboshi? C'est ce genre de discours qui ramène le pays vers le bas. Que quelqu'un qui s'appelle Général Intel, du haut de son grade,
Se mettre comme ça à débuter le champ du discours de manière officielle, c'est regrettable. Autant qu'on concrétise comme ça, c'est regrettable. Voilà pourquoi notre rôle de faiseur d'opinion en tant que journaliste, c'est de bannir ce genre de comportement. Soit-il d'un concours de Nyangambwala, c'est pas national, ça ne contribue pas à cimenter le tissu de l'unité nationale. Et le rôle du journaliste, c'est pas celui de diviser, c'est de voir d'une certaine manière mettre sa plume au service de la cohésion sociale et non de la division sociale. Voilà, quand je m'en prends, et comme mon frère Nkunku dit, les Lari ne meurent que du génocide, mais ça fait 3 dans le dos. Quand il dit l'homme du Nord ne réagit que par instinct, mais ça fait 3 dans le dos. Quand Nyangambwala dit l'avenir d'Mboshi, mais qu'est-ce qu'on a foutu avec l'avenir d'Mboshi? Le pays n'est pas géré que par l'Mboshi. Est-ce qu'une seule ethnie ou une seule tribu peut gérer le pays? Non. Même si vous êtes Lari, vous ne pouvez pas seul gérer le pays. Pour être élu au suffrage universel, il faut faire la cohésion de toutes les régions. Je ne vois pas M. Dupoul dire, moi je suis Dupoul, avec Dupoul seulement serait président. Non. Voilà pourquoi, quand vous dites il faut en parler pour que ces choses ne puissent pas mourir. Parce que quand vous ne parlez pas, ça fait naître une haine sous-jacente. Il faut parler pour vider nos pensées. Et c'est parce qu'on a parlé que plus personne ne va se battre. Quand on ne se parle pas, alors chacun garde la rancœur et puis tout de suite l'étincelle a pris feu et c'est la guerre. Il faut en parler pour vider nos pensées, que chacun pense que ce qu'il a pensé hier était une fausseté parce qu'il a pu échanger avec quelqu'un qui a montré que c'est faux. Ce que Nyangambwala dit, c'est regrettable, comme ce que Nkunku dit, c'est regrettable. Vous voyez bien qu'on condamne les deux extrémités. Voilà, bon, on est déjà à la fin, on va conclure. On va conclure parce que c'est déjà fini. On avait la salle jusqu'à 17h. Alors, donne-leur le micro. S'il te plaît, donne-leur le micro. Donne-leur le micro, on va pas dire qu'on n'a pas payé aux gens de parler. Donne-leur le micro, on va pas dire qu'on a empêché aux gens de parler. Non, nous ne sommes pas faciles. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole. Je voudrais rebondir sur l'intervention de mon aîné Jouxé du bureau, le monsieur qui se positionne juste là-bas, sur le fait qu'à un moment de son intervention, il a dit que le peuple congolais est un peuple pacifiste. Moi, je suis désagréablement surpris d'entendre cela parce que je connais intimement l'histoire de mon pays. Cette histoire ne s'est pas faite sans violence. C'est une histoire, depuis même l'existence de la colonisation, les violences ont été perpétrées. Et jusqu'à ce jour, si nous avons du mal à constater une stabilité institutionnelle, c'est parce que, justement, ces violences demeurent. Si nous, peuple congolais, ne reconnaissons pas l'existence de ces violences, qu'elles soient institutionnelles ou autres, je pense que nous ne serons pas en phase avec notre histoire, nous ne serons pas prêts pour le rendez-vous de demain. Donc je pense que, à un moment donné, il faut que nous parvenions à régler ces problèmes, à parler ensemble, pour essayer de voir tous ensemble, dans la même vision, une vision unique, l'avenir de ce pays, que nous pourrons tous relever, droite, gauche, comme vous voulez. Donc voilà un peu la précision et la contribution qui était la mienne, celle du Parti congolais du travail, et la communauté chrétienne. Merci Merci de m'avoir accordé la parole. Mesdames et messieurs, je ne vous prendrai pas beaucoup de temps. Juste 1 minute. Et ce serait pour répondre à ma collègue, à ma compagnonne, qui a fait une observation pertinente. Pourquoi justement ces choses-là, cette vérité, n'est pas inscrite dans les programmes scolaires et universitaires au Congo. En effet, si les autorités politiques, depuis l'indépendance, depuis Massamba Débat, jusqu'à son excellence aujourd'hui, M. Denis Sassou Nguesso, si les autorités politiques, les différents gouvernements successifs avaient pris le temps d'analyser, d'inscrire, peut-être pas dans la Constitution, mais d'inscrire dans nos livres d'histoire et de géographie l'histoire de notre pays, aujourd'hui on ne serait pas là à constater des inepties historiques, des mensonges historiques de la part de M. Dominique Nkunku. Parce que c'est déjà écrit, noir sur blanc, les gens étudient ça depuis l'école primaire, jusqu'au collège, jusqu'au lycée, jusqu'à l'université. Mais comme ce n'est pas écrit, eh bien, il peut se permettre
il peut se permettre de prendre une situation dramatique comme celle du poule et en faire un fonds de commerce là-dessus, un fonds de travail à point d'oreille, ben, il veut se faire entendre, mais il écrit des inepties historiques qui parfois même sur l'autorité de non, s'il vous plaît. Les livres africains, c'est du bidon. On arrête. C'est vraiment écœuré, quoi. On arrête. S'il vous plaît. On me refuse la parole. On recentre. Voilà. On recentre. Tout à fait. On n'a pas changé de bord. De toute façon, on est là. Chers amis, on va conclure. Quand moi le poisson, on va s'il vous plaît, on va conclure. Nous sommes au terme de notre première rencontre. Ce n'est pas la dernière. Vous voyez bien que ça s'est un peu enflammé à la fin. Mais là n'était pas le propos. Parce que nous avons réussi à tenir pendant 4 heures dans ce qui était notre sujet. On l'a bien épuisé. Nous sommes fatigués, je comprends que nous sommes fatigués 4 heures après. On va pouvoir prendre un verre derrière pour sceller. Alors, notre club vous donne le rendez-vous pour d'autres débats qui seront aussi passionnants au niveau de l'actualité toujours. Nous remercions ici nos débatteurs, Emmanuel Dupuis qui avait introduit, M. Dominique Azi de Marseille, notre ami écrivain. Je pense que je vais vous redonner la parole. Vraiment, ce sera à vous de conclure. Et voilà. Dans le cadre de jeu, Merci beaucoup. Nous remercions, chers collègues. Je vous avoue que c'était pour nous un plaisir de voir cette diaspora congolaise dans la salle venir participer à ce débat. Et moi, j'ai aimé toutes ces questions qui peuvent fâcher, c'est très bien. Et le club France Libre Propos, je vais corriger ce que l'autre a dit, qui n'est pas d'aujourd'hui, va continuer à organiser les débats. Et quand nous serons invités, nous viendrons parce que pour nous, Paris, c'est une plateforme où on devrait animer des grands débats. Mais je vais vous dire une chose, si je ne le dis pas, je me sentirai très gêné. Je repars avec un sentiment bon, parce que Paris ne brille que par des pugilats, Paris ne brille que par des voies de fait, Paris ne brille que par vraiment des actes répréhensibles par la loi. Alors que c'est le milieu de la raison, c'est ici où on débat des grandes questions. On devrait tricher ce que les Français font quand ils ont des débats. Mais nous, au Congo, la diaspora, malheureusement, a publié par des actes répréhensibles. Et là, je suis fier parce que vous êtes venus au débat tellement sain et vous avez posé des questions, personne n'a été inquiété, personne n'a été bousculé. Ça, je dis félicitations, on peut commencer à changer. Juste deux mots après M. Azi, en conclusion. Je partage le même avis. Je suis très content, j'ai été très content d'échanger avec des sœurs, des frères. On est des frères, on est des compatriotes. Au-delà de ce qui nous divise, ce qui nous unit est plus fort. C'est même une partition de notre hymne national. Donc, que certains compatriotes jugent mal la réaction d'autres frères qui sont arrivés au dernier moment, ils n'ont pas suivi le début de fait. Moi, je suis tolérant vis-à-vis de ça. Il faut tout ça. Il faut un peu de tout pour faire un monde. Il faut accepter que les autres pensent différemment de vous. Nous ne sommes pas au catéchisme. Nous devons confronter nos points de vue. Et c'est de la contradiction que va jaillir la lumière. Mais cette confrontation se fasse dans la dignité, dans la responsabilité. Pour terminer, je vais seulement suggérer, inviter chacun de nous ici à une méditation, à méditer un proverbe africain que j'aime bien. Ce proverbe qui dit que les dents et la langue habitent ensemble. Mais il arrive souvent que les dents blessent la langue. Donc, on ne peut jamais vivre ensemble sans avoir des problèmes. Même au sein de nos petites familles, il y a des problèmes. Combien de fois au niveau national? Donc il faut souffrir au Congo, il faut supporter qu'il y ait des Lari, des Mboshi, des Gangoulou, des Dono. Ce sont des êtres humains. Personne ici ne me dira qu'en naissant, il avait choisi sa famille, sa région, sa religion, sa tribu. Nous devons faire un effort de transcender nos différences pour vivre en harmonie. L'unité ne signifie pas uniformisme, s'il vous plaît. Donc, je suis tout à fait en phase avec ceux qui pensent le contraire de ce que j'ai dit, pourvu qu'ils me démontrent que je me suis trompé. S'ils arrivent à me convaincre, je reconnaîtrai que je me suis trompé. Personne à la science infuse ici. Je vous remercie, mes sœurs. Je vous remercie, mes frères. Voilà.
Alors, on peut se retrouver juste au fond de la salle, partager un petit... Ouais, merci Mandegone sur la Tedimo la TV. Tedimo la TV, tu as couvert l'événement Nyoso. Mais les autres, qui na conférence débat, il y a M. Dominique Konkou, écrivain, comment il livre un génocide Loris au Congo. Mais tout ça na inga mo tena okutana vie na ba prêtre vie na ngai tout ça na be monsieur belé na ibe sipri ya mona ye ya mona ngina tu na ye impression na ye na événement oyo na pesi mbote na Lionel Mayaka Pongo na pesi mbote na Jassi Mayasi Fernando Finda Congo de Totila na pesi su mbote na Abdulsatem Machembumba vena koko ya bonne santé non santé bien c'est pas mingi to kutana ga donc yo tout ça événement en tout cas merci l'émission salila ngai ya hommage ande ko non ya host ouais on est obligé na yo mono pe ce soir et ça le nini ko mon impression ande ko na yo Dominique Konkou bon na yo kinyo c'est le mamia wa batama yele pe ba loyi ba pe sur point de vue pour Nangaï, point de vue, le génocide de Valérie, pour Nangaï Zate. Parce que génocide, c'est un moment où tout complet en bon côté. Mais quand même, des belles équipes bien, pour répondre Bissopé, puis Bissopé te lobby, vraiment, tu as la paix. Olingi la paix. Là où tu sais Kimia. Donc les débats sont simples, donc il a dit diaspora et belé pour soutenir. Tout soutenir, et donc tout le monde la paix. Et c'est le Congo par la ville. Et c'est le Congo Kinshasa. Tout le monde possède la paix. Merci Kokoya, merci Va. Na sepeli ya to ko zo une interview vite fait. Surtout nous à Paris, à Paris. Oui. Bon ça na paix. Ouais. Merci beaucoup. Merci d'être là. Moi, Mbote, pour nous, dans 6 semaines, nous voyagé dans l'Espagne, nous avons une interview. Merci beaucoup. Mbote Mingi, dans mon peuple, il y a Congo, il y a Brazzaville. Mbote Mingi. Brigitte Bambi. Brigitte Bambi, bonne santé. Non, ça va, papa. On peut se impression aux lignes déjà. Il y a génocide de Larry au Congo. Il y a des Dominique Konkou. Il y a un génocide wana italinga te po ba kombo ba génocide to yoka ngokala. To yoka pe na Congo ba Congo pe batanga ngo depuis kala. Ye Kongo alobi ne kaka après. Avant wana pe to yoka génocide na Congo. Donc ya ba fait moko ya ye mutabandeli yango te. Bon siko comme to bongisa makambo to tiki ba génocide wana to éponger yango te bon to za bana tata mo mama moko to bongisa makambo to tika ba génocide. Souci ka pona ndenge ba indexer ba Larry donc eza mo bana na biso po biso pe toza ba mama bandeko na biso bazana ba mibali ya balari tozo bota bana toza lié na bango do bana wanta ba omona biso des fois ba sepelete bato nde ba sitisa biso bana ba kola na frustration ba kola na esprit bien te do yango na biso na ba to tika ba mona mabe wana moto nga sali bien nga komili po makamni se fo kolobaka neta lobi na e il faut teka pete oyebi ke ba blog wana e ando ngoni mutu fa teka po na oteka so komi bien bato ba osomba te des fois beta moi ba blog wana ngona po pesa moi bato bayoka posa ba question ba livre na ya business mais siko yo souci na mona intervention no sala kita ba pesa mention lingaki ba enseigner bana na lingaki siko mo ntango ba parler na histoire à Congo histoire à Congo ba bandi ke ba génocide ngo banda kala ya nga na lebi non il faut pas zonga la histoire ngo depuis ne bandeli tango mondela kei moto zo pouvoir à liboso nini ya salaki ba bo expliquer ngo bana ba bango na classe ba étudiant na classe depuis école primaire na université ba expliquer bango po ba s'approprier histoire ya mboka na biso po mona nyoso ay ba histoire à Congo ndenge zalaki po ba se tromper te tolanda marma o komate po génocide ya ka kukum talba on te même pouvoir en place pas par là na génocide donc ça veut dire que nyoso wana il faut ko luka ko komela ngo ya propre ndenge bien ba témoin nan bazali ba ko koma wana bana pe batanga on na classe. Merci Brigitte Bambi, en tout cas merci lo ba kitoko mo mbote de bato yebio et na Kinshasa la Congo Brazzaville. Obi biso toza na diaspora to sepeli mingi lokola au moins oza politique te ezali ka bana mboka bakutani basolo ni masolo ya actualité batango balobi ke baseli club oyo bana kosela ngo souvent toza disponible tozali awa pe to alia muto kana ma passion na ye muso abetaka mo guitare muso asala mo nini omoninga na sala mo tanga wispe na ye na muso pe asala mo ba hôtesse télévision muso pe do mo muto kana mo eloko na ye pe mo photo mo caméra
club on peut des fois c'est que biso on a vu on a fait un tapoto kala on a télémia azana contribution na épée après ça pour la diaspora pour la société civile. Ouais, merci beaucoup Bouchito Bambi. Comment ya toi aussi ça na yo pour to kangaluso va faire. Non, nek na sepeli mi. Oui. Na mon rabino boyé. Bien couvrir l'événement à boyé. Merci. Pour expliquer peuple né mo kleza ko poussana. Ouais. Na musu azela bobungi. Ouais. Bien la caméra toi na Mayaka Pongo. Mayaka Pongo na sepeli. Lionel Mayaka Pongo. Lionel Mayaka Pongo. Na sepeli mingi. Boyé ko événement à boyé. Merci. Pourtant musu expliquer on a bateau. Ouais. Mais parce que monde ba image et ça autant pour la. Yo na appelé ça une invitation pour ya placeau. Même d'après une invitation, nek ngai. Ah, Bouchito Bambi. Oui, tu aimes d'après une invitation. Ouais, et salut au kitoko yé ba sepeli. Na kutina batu mingi wa. Ah salut au bien amoni batu. Net frère musu na kutina yé. Tu na bango na température. Ça Zimbabwe, qu'est-ce que Zimbabwe donc avec que Zimbabwe na jeunesse. A décorer tenga bien là. Donc mona. Batu bien mon yao. Mais ndeko na yete ce qui ton frère c'est qui là GPS avec malade moqué. Avec maladie. Ah moqué. GPS mbote GPS mbote. Sona ekembe. Voilà. Ta pese mbote mon frère. Voilà. Azaka play na yebi ki asunga ngai. Voilà. Na sepeli. À cause de la prochainement. Ouais, to ça l'émission yo to lobela suma ka. À cause de là. Il y a communauté na biso. OK, merci sepeli. Merci mon frère. Mande ko mbote mingi.